Attention, vous écoutez un programme audioactif. Jack Miller, nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they push into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second for the race winner tonight. No questions about it. A stunner for Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 157. Au programme aujourd'hui, c'est le débrief, enfin plutôt la preview de la saison 2024. On va commencer avec Moto 3, Moto 2, Moto I. Et avec moi cette semaine, on a la fine équipe. D'abord Pierre. Comment ça va Pierre ? Salut Ophélie, salut tout le monde. Champion du monde. Mais pas en Moto 3. Ah non, c'est pas un projet qui va se faire a priori, mais en Moto I, en Moto GP, c'est déjà pas mal. Un beau début. Et vous l'aurez compris, du coup, on a notre ancêtre préféré du podcast. On a Cyril. Ça va, Cyril ? Alors, quand tu dis fine équipe, non, je suis pas très fin. Bonjour à tous. Et Paul. Comment ça va, Paul ? Ça va, en pleine forme. Bonjour tout le monde. C'est parti pour dire du mal de Ducati pendant tout l'épisode. Bon, on va commencer tout de suite. La grosse news de ce championnat pour Moto 2, Moto 3, c'est le calendrier 2024 pour le MotoGP en fait aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Pierre, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur le calendrier à venir ? Oui, donc on a 22 courses de prévues sur la saison, avec l'Argentine qui a été annulée entre-temps, donc ça fera que 21 courses finalement, et pour des problèmes de financement. Et à part ça, donc on a un changement de format sur le modèle MotoGP. La FP1 sera désormais appelée FP pour essai libre et ne comptera plus pour le passage en Q1 Q2 sur le modèle donc du MotoGP comme j'ai dit. Donc en gros, la séance du vendredi matin sera vraiment libre et c'est la nouvelle FP1 FP2 donc qui servira pour le passage direct en Q2 ou en Q1. Pas de course sprint prévue pour eux ? Pas à ma connaissance. Ils ont un problème de moto là, je pense. Et toujours pas de retour des warm-up le dimanche. Ça, ouais, je trouve ça toujours aussi problématique, mais bon. Au niveau des calendriers, c'est un peu un mal pour un bien, au final, qu'on n'ait plus l'Argentine déjà, parce que malheureusement, après l'Argentine, moi, c'est un truc que j'aimais bien, mais ça évite un back-to-back, il me semble. Et surtout, ça réduit le nombre de grands prix, quoi. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un grand prix en Amérique du Sud. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on en a là-bas, contrairement à aller au Grand Prix espagnol, où on a toute une palanquée. Donc, j'aurais bien aimé que ce soit pas celui-là qui soit annulé, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a des rumeurs sur le Grand Prix du Kazakhstan. Donc, a priori, ils auraient terminé le circuit qui sera en phase d'homologation, mais ils ont des problèmes parce qu'il y a aucun hôtel dans la zone et donc il faut 1h30 de route depuis la capitale. 2 fois par jour, c'est un peu beaucoup. On va faire des temps de Quechua, non ? Ouais, mais c'est ce que disait un ingé de chez KTM, c'est que les pilotes, eux, ils sont logés, enfin, ils ont prévu de loger les pilotes sur le circuit, mais par contre, toutes les équipes techniques, non. Sachant que les équipes techniques, c'est les premiers arrivés, les derniers partis, quoi. Et que t'as des mecs... Ils dormiront dans les motorhomes avec les pilotes. Ouais, en fait, ça va finir... ça s'est déjà vu, hein, des mécanos qui dorment sur des duvets dans les box. Mais bon, si tu fais ça sur tout un week-end pour aller au Kazakhstan, Après, l'Inde, je trouve ça vraiment dommage s'il l'enlève. Enfin, moi, j'avais bien aimé l'année dernière le circuit. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Paul, mais... Moi, ce que je trouve juste dommage sur le calendrier là, c'est d'annoncer des courses alors que les circuits sont pas homologués. Un championnat du monde, c'est pas le championnat des boulangers du quartier, quoi. Donc, qu'on annonce des courses pour un championnat du monde sur les différents continents, je comprends. L'Argentine, c'est politique, ils y sont pour rien. Mais annoncer un Grand Prix qui est pas homologué, ils ont déjà eu le cas avec la Finlande. Ils recommencent cette année avec le Kazakhstan. On a eu le même problème l'année dernière, en fait, sur le Kazakhstan. Voilà. En plus, il reste des circuits existants sur lesquels on va pas. De mémoire, il y avait Velcom en Afrique du Sud, qui doit toujours exister comme circuit. Peut-être que réhomologuer un circuit déjà existant plutôt que d'aller sur un circuit qui est en construction, que personne ne connaît, avec les problèmes que tu cites de logement, etc., peut-être pas la bonne solution. Oui, en plus, tu vois, en Afrique, on aurait un public parce qu'on a Binder qui roule, alors qu'au Kazakhstan, bon, même si... Les deux Binder. Ouais, mais non, parce que... Bah si, en Moto 2. Ah oui, il est resté, c'est vrai. Je l'ai un peu oublié. Mais j'étais en train de me dire, il est pas parti en super sport, un truc comme ça. Mais c'est ce que tu disais très bien, Pierre, aussi, c'est que le public est pas que chez nous en Europe. Donc forcément, si le Kazakhstan, il y a forcément des gens qui ont envie d'avoir du monde, mais il y a pas de pilote de cette nationalité, donc ça fait moins sens que de potentiellement réfléchir à retourner en Afrique, je trouve en tout cas.
Et côté Moto 3, Moto 2, il y avait du changement au niveau du pneu aussi, avec l'introduction des pneumatiques uniques Pirelli au lieu des Dunlop. Pierre, tu disais très bien qu'il y avait des records de pistes qui étaient tombés pendant les essais officiels, sûrement grâce à ça du coup. Ouais, donc les nouveaux pneus ils sont déjà très performants sur la piste, je crois que c'était à Valence. Et en fait, c'est les mêmes que les pneus utilisés en Superbike. Pour c'est la question que j'allais te poser. Non, ils sont pas embêtés à recréer une gamme de pneus, donc ils utilisent les mêmes. Ouais, ce qui peut potentiellement apporter des modifications pour le Superbike aussi, ça peut être intéressant. Ouais, des retours d'informations. Ouais, c'est exactement les mêmes. Donc c'est les mêmes diamètres de roues, de jantes, etc., etc. Après, c'est des pneus sauf la gamme super soft en Superbike. Donc c'est les pneus qualif. Ouais, c'est les pneus qualif. Ceux-là, ils sont pas dans le commerce, mais tous les autres pneus Superbike sont disponibles dans le commerce. Ouais, c'est disponible commerce. Donc là, ils vont rouler avec des pneus série, avec des pneus commerce. Ouais, les Dunlop. Les Dunlop, c'était aussi pareil, il me semble. Un doute. C'est rigolo, ça. Il y a moins de moyens. On va passer au Moto 3 pour cette saison 2024. Je vais m'atteler, pour le plus grand plaisir de Paul, à la liste des rookies pour la saison. Ils seront 9 contre 6 en 2023 et 11 en 2022. On explique de toute façon cette variation de nombre de rookies aussi aux règles qu'il y avait eu sur les âges minimaux pour minimum pour entrer dans la catégorie. Donc on va avoir Angel Piqueras. Vous allez pouvoir apprécier encore mes prononciations des prénoms espagnols. Je vais pas demander la nationalité espagnole cette année, toujours pas. Donc chez Léopard Racing, c'est le champion du monde FIM Junior GP en 2023 et c'est le vainqueur de la Red Bull Rookies Cup MotoGP comme Rueda en 2022. Donc à voir ce qu'il fait. En tout cas, c'est un des plus attendus sur cette nouvelle saison. Ensuite, on va avoir Xabi Zurutuza, toujours en espagnol chez AGE. Ça, je sais à peu près le prononcer. C'est une copine qui a un chat qui a le même nom. Donc tu vois, ça va. Zurutuza ? Non, Xabi. Et ensuite, on va avoir Joel Esteban, toujours en espagnol. C'est bien parce qu'ils vont vraiment les chercher loin, les pilotes. Chez Aspar, c'est le 4e du championnat Junior GP en 2023. On va avoir Jacob Roulstone, qui est un Australien, qui sera chez Tech 3 4e, et c'est le 7e du Junior GP et 5e de la Rookies Cup. Pareil, toujours en 2023. Ensuite, un que je vais apprécier, j'espère qu'il fera pas trop de podium cette saison parce que sinon on va pas s'en sortir. Tachakorn Bouasri, un Thaïlandais qui va chez Honda Team Asia et qui était le 11e de Junior GP 2023. Je vais pas répéter 2023 à chaque fois, vous avez compris, les garçons. Nicolas Caraco, un Italien qui va chez MTA qui était le 8e en Junior GP 2023 et qui avait déjà fait des remplacements en Moto 3 en 2022 et 2023. On va en avoir un dont on a déjà aussi entendu parler quelques fois, c'est Noah Detwiller, qui est un Suisse qui va au CIP. Ce qui laisse aussi dire qu'on ne reverra pas Felon l'année prochaine, qui était le 19e en Junior GP. Il avait fait quelques wildcards et des remplacements en Moto 3 l'année dernière. Ensuite, on a Luca Lunetta, un Italien qui va dans le Team SIC, qui était le vice-champion du monde Junior GP et qui a fait aussi lui aussi des wildcards et des remplacements en 2022-2023, toujours en Moto 3. Et le dernier que vous connaissez aussi pour ses remplacements, qui est David Almanza, qui est un Espagnol, qui va chez Sniper Team et qui était en championnat Junior GP aussi l'année dernière. Donc ça fait quelques nouveaux quand même cette saison, et comme je disais, ça laisse aussi dire qu'on reverra pas Felon l'année prochaine, donc on n'a pas vraiment de nouvelles du pourquoi du comment. Mais voilà, donc ça c'est les petites nouveautés pour cette saison. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ces pilotes, les garçons ? Alors des attentes pas spécialement, mais ce que je vois, ce qui m'épate surtout, c'est que il y a pas mal de rookies qui vont intégrer des équipes de pointe, notamment tu vois, chez Léopard, Tech 3, puis aussi chez Ayo, 658, c'est quand même une bonne équipe. Donc ça fait quand même des pilotes jeunes qui vont de suite arriver avec des équipements compétitifs. Donc même si on les connaît pas, je pense qu'on va les voir assez vite aux avant-postes. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai pas fait gaffe si les années précédentes c'était déjà le cas. S'il y avait déjà des rookies qui touchaient des bonnes motos, hormis Acosta, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hormis les pilotes qui dominent très largement les catégories découvertes. Il me semble que Colgado, il y a 2 ans, avait fait chez Ayo KTM avant de passer chez Tech 3 l'année dernière.
Il y a pas, chez qui il était Farioli l'année dernière déjà. Mais il me semble que c'était pas déconnant non plus pour son arrivée. Parce que cette année, il est chez SIC aussi. On l'a pas vu sur la piste, de toute façon. C'est surtout ça, moi, que je trouve intéressant. Quand t'es rookie et que direct t'intègres une équipe forte, ça peut être intéressant parce que forcément l'équipier va être fort. Et donc ça peut soit tirer vers le haut, partager aussi des bonnes infos en fonction de l'état d'esprit de l'équipe. Donc je trouve que c'est intéressant pour ça. Après, on a Almanza aussi quand même qui revient. Il était pas, c'était pas déconnant ce qu'il faisait sur ses remplacements l'année dernière. Il était plutôt bon. Moi, c'est un de ceux que je vais attendre. En tout cas, lui et Piqueras. Pour moi, Piqueras c'est du même acabit que Rueda. Donc Rueda a pas fait une saison trop dégueu non plus. Donc ouais, ça va être un peu mes attentes. Paul, t'en penses quoi, toi? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Puis je copie un peu Pierre aussi sur les pilotes qu'on attend. Olgado, s'il tient une saison entière et pas une demi-saison comme l'an dernier, ça peut être très sympa. Rueda, forcément, il avait cartonné en arrivant. Il avait épaté en plus sur une wildcard il y a 2 ans, je crois. Donc, et puis après les rookies, puisque comme on le dit chaque saison maintenant, les rookies qui débarquent du championnat du monde junior, ils ont déjà le niveau championnat du monde senior entre guillemets. Donc là, oui, Piqueras et Zurutuza chez Ajo, je pense que ça va déménager. Donc oui, ça promet encore une belle saison. Je suis par contre moins serein pour les cadres entre guillemets de la catégorie. De ceux qui sont là depuis déjà quelques années. Je pense que s'ils n'ont pas réussi à sortir on va dire en 3-4 ans, c'est pas au bout de la Xème saison que tu finis par te révéler. C'est Mazia qui a innové un petit peu dans ce modèle-là, mais de toute façon, oui, il va y avoir beaucoup de pilotes qui sont à leur 3e saison ou qui ont déjà fait une bonne 2e saison et qui doivent passer le step, quoi. Vu que les gros sont sortis. Ouais, on est d'accord là-dessus. Mazia, il était temps. C'était soit tu concrétisais cette année, soit il fallait penser à changer de catégorie. Puis avec la manière. Aussi, mais les 3 des challengers l'année dernière, donc Massia, Honshu et Sadaki, donc surtout Sadaki et Massia, ils étaient à plus de 5 années de Moto3 quand même. Mais Honshu, c'est pareil, il fallait quand même qu'il bouge à un moment donné. Ça a été fait sans le titre malheureusement, mais en espérant qu'il arrive à capitaliser là-dessus en Moto2 l'année prochaine. Et d'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur les départs. Donc les départs soit complètement du championnat mondial ou de leur catégorie. On a ceux qui partent en Moto2 qui sont du coup Mazia, Honshu, Sasaki, Morera, ce que moi j'ai trouvé un peu surprenant, Artigas et Mario Haji. Et on a ceux qui partent complètement du championnat avec Fenati qui est trop âgé, Lorenzo Felon pour toutes les raisons qu'on connaît et pour sa saison qui a été très très compliquée. Mais il a un peu communiqué dessus sur les réseaux, mais il est assez discret, donc on sait pas trop ce qui l'attend pour la suite. On sait même pas si au final potentiellement il va continuer à rouler, parce que c'est pas ce qui en transcendait en tout cas. Salvador et Azman qui partent aussi de la catégorie, et on a Kaito Toba qui part en super sport et surtout qui part en Moto2 Junior GP, et on peut pas mal le voir, on peut pas mal suivre ce qu'il fait parce qu'il roule avec Johan Gimbert dans le même team. Donc les deux auront une moto qui est vraiment chouette l'année prochaine. Ils sont chez Promo Racing, qui est une moto qui fait partie du top moto de cette catégorie. Donc à voir ce que ça va donner l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des départs que vous attendiez ou des départs qui vous ont surpris dans la catégorie? Moi j'ai un petit mot avant de faut quand même signaler que le team Crucial GP a arrêté. Et du coup, bon, ça fait 7 saisons qu'il était là, mais du coup le team n'est pas remplacé, donc on perd 2 places sur la grille cette année, donc 26 pilotes au lieu de 28. Et je pense que ça n'a pas joué en faveur de Felon et David Salvador, qui étaient tous les deux au CIP l'année dernière. David Salvador qui a pas démérité par rapport à Felon en tout cas, mais les deux n'ont pas su sauvegarder leur place. On sait qu'il y a beaucoup de pilotes payants aussi dans la catégorie, donc c'est pas évident. Moi je rejoins ce qui a été dit. Je suis pas d'accord avec Paul sur moi j'ai toujours un petit affect sur les pilotes japonais en petite catégorie. J'espère que Suzuki va faire quelque chose cette année. Il est pas dans un très bon team pour cette catégorie en tout cas, mais à voir. Et je vous rejoins sur Olgado, Rueda et Angel Piqueras, on devrait à surveiller. Ouais, tout à fait. Ouais, ce que tu avais dit sur Morera, c'est intéressant parce que typiquement c'était le profil de pilote type pour re-signer 1 an et jouer le titre. Ouais. Et il fait le choix de monter. Bon bah après c'est
Mais c'est à double C'est un choix qui se tranchant. tient. Bah oui, c'est à double tranchant, ouais. Mais bon, après, là, c'est typiquement un choix de carrière, quoi. Ouais, c'est un choix de carrière, mais pour moi, c'est à double tranchant dans la mesure où il va se retrouver dans une catégorie où il y a des mecs qui ont aussi le couteau entre les dents. Enfin, il y a Honshu, il y va pas pour rien. Mazia, il va vouloir aussi concrétiser. Et en termes de caractère et d'énergie sur la piste, entre guillemets, il va se retrouver pour moi avec des mecs qui sont un peu plus virulents que ce que lui, il peut être. Et donc, ça peut vite être compliqué. Surtout que le Moto 2, je trouve que c'est plus difficile de se montrer si t'as pas la bonne moto. En Moto 3, tu peux toujours faire des coups d'éclat. Ouais, t'as un Ouais. paquet à 10-12, Ouais. tu peux toujours t'en sortir. Un Moto 2, si t'es pas dans les deux premières lignes. Ouais, c'est compliqué. Puis bon, maintenant qu'il y aura Vietti sur une KTM. Regardez. Bon, et par contre, le gros point, moi je rebondis là-dessus, je reviens là-dessus, mais du coup, on n'a plus de Français dans les petites catégories pour la saison. On n'a pas, dans les catégories françaises en ce moment, on n'a pas de Français qui se démarquent plus que ça, qui roulent dans des compétitions espagnoles, etc., qui pourraient potentiellement monter. Donc je pense que là, on va rentrer dans un tunnel un peu de... pas de Français en MotoGP, après Quartararo et Zarco. Donc ouais, ça fait un peu chier, hein, globalement. Bah, c'est là que tu vois toute la difficulté de construire une carrière entre guillemets ou d'avoir un objectif mondial en moto. C'est-à-dire ça se passera pas en France. C'est-à-dire le FSBK n'a jamais fourni de pilote au niveau international en MotoGP. Il l'a fait en Superbike et en endurance, mais il n'a jamais été une passerelle pour arriver Ouais, c'est plutôt l'inverse en au général. MotoGP. Et de toute façon, la filière France n'apporte, n'amène aucun apport à un pilote. Après, il y a plein de raisons à ça, je pense. Je pense qu'ils sont à chercher au niveau de la fédération, mais les championnats compétitifs, ils sont en Italie, en Espagne, donc il faut se faire là-bas, quoi. Ouais, après, et puis ils donnent pas forcément les moyens. C'est ce que Justine Pedemont elle disait très bien dans l'interview qu'on a fait avec elle, où il y a de toute façon, la meilleure chose pour faire quand tu veux monter dans les catégories, c'est partir en Espagne, sauf si en France on te donne vraiment les moyens, et ce qui est quasiment jamais le cas en fait pour les pilotes. Bah, t'en reviens à un problème de sponsoring où il y a de toute façon pas d'investissement fort de compagnies privées pour supporter des pilotes. Pourtant, il y a des grosses boîtes comme Total par exemple ou Elf. Il y a de l'argent, comme il y a de l'argent comme chez Repsol. Et Repsol, ils font des choses, Total le fait pas. Total, il fait d'autres choix. Elf, on mais va même pas faire leur même procès dans ici, des catégories qui sont pas la catégorie mondiale en MotoGP, Moto 2, Moto 3, je me faisais la réflexion, c'est que par exemple en super sport, le GMT, ils ont quand même pas mal de petits sponsors, mais c'est des petits sponsors. Enfin, ils ont un de leurs sponsors, c'est le concessionnaire qui est à 5 minutes à pied de chez moi, tu vois. Enfin, c'est alors que c'est un team qui, si tu leur donnes les moyens, ils ont une mentalité qui peut pousser à faire des choses. Ouais, mais enfin là tu parles de construction d'équipe et on parlait de construction d'un pilote. Là oui, effectivement, tu rentres dans un tunnel où il n'y a pas de pilote français et de toute façon, moi j'aurais plus tendance à penser et à dire que Quartararo et Zarco sont deux exceptions françaises de détection et de pilote au niveau mondial. Et Fabio a pas roulé en France. Enfin, il oui, est parti. Mais c'est sa nationalité. Enfin, voilà. Très tôt, très jeune, il est parti rouler à l'étranger. Il a compris, et lui et Zarco pareil, il était très bien entouré. En fait, les deux ont compris au bon moment, ils ont eu les bonnes opportunités aussi. Les passerelles, de toute façon, elles ne se font pas. Là, cette année, on prend les 2 championnats mondiaux. On a 4 pilotes. Donc 2 en MotoGP, Quartararo, Zarco. On a Maya 100-600, on peut pas dire que c'est la relève. C'est un super sport. Et on a un petit jeune, j'ai un coup de mémoire, en 300. Mais on a 2 bises aussi. Ah, on a 2 bises, pardon. Donc ça fait 5. Mais 2 bises, c'est pas l'avenir non plus d'un Ouais, en fait, celui auquel tu pourrais te poser la question, et potentiellement je le vois mal malheureusement pour l'instant arriver en Moto 2, c'est Gimbert en fait. C'est le seul français, enfin quoique le junior Moto 2 peut potentiellement lui ouvrir des portes, mais... Ouais, mais là je voudrais juste rebondir sur De Bies. De Bies, encore une fois, une carrière, comme tu dis, il est plus sur la fin de carrière, mais une carrière construite, mais il l'a construite tout seul et avec des allers-retours complètement improbables. Partir du Moto 2 pour aller rouler aux États-Unis, revenir. C'est une construction de carrière qui est complètement atypique. Alors que pour les Espagnols et les Italiens, pour citer les 2 grandes nationalités en sport moto, il y a des voies qui sont toutes tracées pour détecter les 2 pilotes parmi les 150. Il y a des carrières toutes faites, enfin des protocoles de détection et voilà. Après il y a un problème de moyens, certes, mais il y a un problème de détection quoi.
Parce que les pilotes, il y en a, le FSBK, enfin, t'en as plein de pilotes. On peut reprendre l'exemple de Baz. Hein. Oui. Chaque année, galère un contrat compétitif. Baz, mais c'est pareil. Baz, c'est une construction de carrière complètement. Il part en Moto America, là. Oui, Enfin, il revient en non, Moto America. Mais c'est pourtant, voilà, et je dis pas qu'il a le niveau pour être champion du monde Superbike ou MotoGP, j'en sais rien. Mais il vaut largement la moitié des grilles qu'on peut retrouver. Mais faute de sponsor et faute de visibilité, c'est toujours compliqué pour lui de retrouver un contrat derrière. Bah, ouais. Après, tu pourrais refaire le monde, hein. Bon, on va passer au Moto 2. Moto 2 pour lesquels il y a quelques rookies aussi. Donc, comme je l'ai dit, on va retrouver Mazia, Honshu, Sasaki, Morera, Artigas, Agi. Et on va avoir Senna Agius, qui est un Australien dans le team Intact GP et qui est champion du monde Moto 2 CEV 2023. Il avait fait quelques remplacements en 2022-2023 dans la catégorie. Et dont les parents étaient sans doute fans d'un certain Ayrton Senna, j'imagine, pour l'appeler comme ça. Ah, c'est possible. Après, tu peux avoir des rêves pour tous les prénoms comme ça. Et on a quelques arrivées. En dehors de ça, on a Xavier Cardelius. C'est quoi AND? Andorra. Un espagnol, mais qui s'assume pas. Okay. Un espagnol fiscalement. Bon, bah voilà, vous l'aurez compris, encore un espagnol qui va chez Fentic, qui est le vice-champion du monde Moto 2 CEV 2023, et il avait déjà roulé en 2019 dans la catégorie. Ouais. Et on a des gros départs quand même. On a Pedro Acosta, alors ça c'est pour notre plus grand plaisir puisqu'il passe en MotoGP. On a Sam Lowe qui va en Superbike. On a Luka Tulovic et Mattia Casadei qui partent en Moto E, et ensuite on a des départs dont on sait pas vraiment où ils partent avec Lorenzo Dalla Porta, Taiga Hada, Kota Nozane, Borja Gomez, Rory Skinner et Sean Dylan Kelly. Dans un autre podcast on dirait qui sont ces gens parce qu'on les a jamais vus, nous on les connaît. Il y en a 2-3 pour qui moi ça me... Rory Skinner, tu le connais? Rory Skinner, je le connais, je l'ai même déjà croisé. Voilà, je n'ai pas demandé de photos parce que quand même on se respecte, mais voilà. Et surtout il roulait avec Sean Dylan Kelly dans le même team. Sean Dylan Kelly, ça m'ennuie de le voir partir. C'est un pilote que j'aimais bien, même s'il faisait pas des performances incroyables. J'aimais bien le perso, enfin humainement, et la com du team faisait que c'était un pilote assez attachant, je trouve. Moi, ce qui m'embête surtout sur son départ, c'est que c'est un non-espagnol ou non-italien qui s'en va. Et c'est là qu'on voit encore, on rejoint ce qu'on disait avant, hein, c'est qu'il y a des nationalités, ou en tout cas des nations qui poussent pour avoir des pilotes, et puis d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Skinner et Dylan Kelly, voilà, c'est 2 saisons et s'en vont. Ouais, après Dylan Kelly, ça a été compliqué toute sa saison chez Moto America. On l'a un peu foutu à la porte. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu, tiens, prends tes affaires et pars, quoi. Mais même Dalla Porta, c'est un pilote dont on entendait parler quand tu suis un peu la catégorie. Ouais, champion du monde Moto 3, Dalla Porta. Il disparaît du jour au lendemain, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a, encore une fois, il y a toujours des raisons que nous, on connaît pas et qui nous dépassent. Et enfin, si Felon, tu cherches pas à gratter, par exemple, tu sais pas ce qui s'est passé en interne pour qu'ils partent, même si tu t'en doutes un peu. Mais je pense que c'est un peu le cas pour tous les pilotes. Pour la catégorie Moto 2, l'année prochaine, Pierre, t'avais noté des petites news. On a Helmet Messi qui est présent en Moto 3 depuis 2022, qui remplace le team Ponce Racing, qui eux quittent les GP, on en avait déjà parlé. Et par contre, au lieu d'utiliser un châssis Calex, ils prendront le châssis Bosco Scuro j'allais dire une connerie, Bosco Scuro de Speed Up, hein, c'est ça. Donc comme en Moto 3, Aspar Team passe de constructeur gaz-gaz à CF Moto, bon, ça reste du rebranding KTM, du coup en Moto 2 ça reste juste du rebranding parce que derrière c'est du châssis Calex de toute façon. Et si dernier point intéressant, on parlait justement des nationalités, on reste en catégorie Moto 2 avec 15 nationalités représentées pour 30 pilotes, on est sur la catégorie la plus diversifiée, donc on a du Sud-Africain, on a des Thaïlandais, des Indonésiens, et il reste un Américain avec Joe Roberts, on a du Britannique, on a forcément l'Espagnol, l'Italien, etc. Donc, quand t'as fait tes calculs, t'as compté l'Andorre comme l'Espagne ou t'as fait deux nationalités? L'Andorre, c'est un pays indépendant, ils ont une équipe de foot. Ok, partons de là. Voilà. Okay. Non, mais s'ils n'étaient pas indépendants, on pourrait pas aller acheter des clopes et des centres pas chers chez eux. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça. Ou des équipements moto, d'ailleurs. Bon, moi, le gros point dont j'ai hâte l'année prochaine, et vous allez encore dire que de toute façon, je mets la pièce sur le dernier cheval de course, mais c'est le changement de team pour Vietti qui va avoir le meilleur team de la catégorie, donc potentiellement avec les meilleurs moyens.
Pierre, t'as noté dernière chance. Oui. T'es un peu dur quand même. Je pense déjà que ce garçon a eu trop de chance. Enfin, ou en tout cas, que d'autres. Moins que Morbidelli. On parlait de Sean Dylan ou d'Ala Porta ou Skinner. Ouais. En tout cas, il y en a eu beaucoup qui ont eu beaucoup moins de cartes à jouer que lui. Donc, tant mieux, hein. Mais tu peux pas comparer Skinner avec Vietti en termes de... Vietti, il y a 2 ans, il a quand même fait une saison qui était pas dégueu. Hein. Oui, mais il y en a que Dalla Porta était champion de Moto 3 et il a pas fait plus d'une saison. Hein. Il y en a qui n'ont pas Valentino Rossi derrière eux. Voilà, surtout. donc il a de la chance, mais moi je suis pas pour tirer vers le bas, je dis tant mieux pour lui. Mais par contre là, c'est un peu sa dernière carte, quoi. Après ça va finir en super sport sinon. Non, je pense qu'il va encore avoir... s'il se loupe cette année, il va peut-être encore avoir une chance l'année prochaine, mais dans une équipe moins compétitive et ça sera encore plus compliqué. Mais oui, enfin... Quand je dis sa dernière chance, c'est au top 3. Hein. Après, je sais pas, le titre, il y a toujours un truc qu'il faut pour jouer le titre, mais ils sont très devant, quoi. Et puis là, quand on regarde la liste des pilotes, bien malin celui qui peut dire qui va être titré cette année. Parce que là, pour le coup, Acosta... Moi, je vise Aldeguer. Ouais, je pense que Arbolino, il va avoir envie de se venger aussi, entre guillemets. Hein. Mais le truc, c'est ça, c'est que la catégorie, elle est quand même très resserrée entre le 1 et le 8, quoi. Moi, je pense qu'il y a 8 pilotes qui doivent sortir du lot, avec en plus, je pense que dans les 8, il va y avoir un des rookies qui va réussir à faire quelque chose, mais alors lequel? Moi, je parie sur Honshu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, Honshu, je pense que il va falloir qu'il change de mentalité en arrivant en Moto 2, parce qu'il va pas pouvoir arriver en faisant le cowboy comme en Moto 3. Et je pense qu'il est assez con pour faire ça. Moi, sans qu'il soit rookie, moi j'aurais mis une pièce sur Ayogura par contre. Intéressant. Et lui en plus, il peut viser comme tous les ans, l'éternelle place du seul japonais payé par Honda pour être en MotoGP, mais lui avec des résultats. C'est même pas Honda, c'est Idemitsu. Hein. Si on est un peu honnête. S'il arrive à ne pas se blesser et à faire une saison complète. C'est pareil, lui ça va être la dernière chance, hein, parce que c'était déjà cette année où ça devait se jouer entre Chantra et lui, quoi. Et ils ont encore eu une année. Ouais, il s'était blessé en début de saison, malheureusement. Ça a niqué. Même dans la catégorie, t'as des pilotes qu'on attendait et qu'en fait qui performent sur une course et après on ne leur voit plus, comme Canet par exemple. Canet, c'est pas un mauvais pilote, on le sait, mais il a pas le truc pour aller décrocher le titre. Donc est-ce qu'il nous fera mentir cette année? J'y crois pas, mais. Non, Canet, c'est foutu. Il faut des pilotes qui remplissent la grille. On est à une grille de 30 pilotes. Mais en plus, ça reste, pour le coup, ça reste une grille, quand tu regardes, que je trouve plus équilibrée qu'il y a 2 ans, parce que c'est des pilotes qui ont un bon niveau. Tu vas prendre Garcia, Mazia, même Moreira. Hein. Moreira, il a un bon niveau. Baltus, il a fait quelques trucs l'année dernière. T'as pas l'air convaincu, Cyril, parce que je suis en train de dire, mais... Alors, bon niveau, je serais bien malin de juger, mais je trouve une grille très homogène. Et entre 1 et 10, ouais, ça va être très homogène. Et par contre, à part Aldeguer qui a fait une fin de saison canon et qui va devoir continuer là-dessus, Canet, il a jamais fait 4 courses de suite correctes, et pas nécessairement à cause de chute. Des fois, il passe complètement à côté de ses week-ends et tu comprends pas pourquoi. Et des fois, il va te faire 2 podiums de suite. Donc, non, mais c'est ça, mais en fait, quand je dis homogène, c'est que t'as vraiment des pilotes, dans tous les pilotes que t'as, comme disait Paul, c'est compliqué de savoir qui va être titré, mais t'as des pilotes qui peuvent au moins faire une victoire dans la saison, tu vois. Lopez, pareil qu'Honshu. Lopez, s'il arrête de penser, s'il commence plutôt à penser avec son cerveau à un moment donné, quand il est sur la piste, il peut aller prendre des victoires. Enfin, il est pas bête, mais tu vas avoir Guevara, c'est une autre histoire. C'est remuer le couteau dans le plaie que d'en reparler, mais Arbolino, il peut faire des choses. Enfin, Jake Dixon, il va gagner une course et tout le monde va parler de lui en MotoGP. Qui ça, t'as dit? Jake Dixon. Non, mais tu vois, Dixon, typiquement, c'est un pilote que je vois comme limite comme un Canet, quoi. C'est le mec qui va faire un truc, tout le monde va dire ah ouais, et puis il va disparaître. Et il y en a plein des comme ça, quoi. Dixon, encore une fois, c'est ce qu'on disait l'année dernière, c'est que la question se posait due à sa nationalité. Et que, encore une fois, ils veulent diversifier les nationalités en MotoGP, donc on dit pourquoi pas, et t'as les sponsors qui poussent derrière. Mais comme Nakagami au final, hein, Nakagami il serait jamais là. Et puis choisiront qui pilotera leur moto, comme les Américains, et voilà. Là, sur cette grille là, moi quand je regarde ça, je me dis que ça peut faire une saison pour le champion du monde, une saison à la mire. Le plus régulier, celui qui se blesse pas, le plus régulier pourrait être titré. Par contre, il y en a aucun où je me dis, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se réveille et qu'atomise la catégorie, mais il y en a aucun où je me dis,
là, il y a un calibre MotoGP demain pour aller remplacer. T'as Aldeguer quand même. Ouais, Faut qu'il confirme Aldeguer. Il a fait une très bonne fin de saison, mais faut qu'il confirme. Mais pour moi, c'est comme Arbolino, hein, vraiment. En fait, c'est les deux, c'est les opposés en termes de temporalité. Mais Arbolino a fait un très bon début de saison. Aldeguer a fait une très bonne fin de saison. Donc l'un et l'autre, on sait qu'ils ont de quoi faire et de quoi gagner. Je pense que c'est les deux sur lesquels on va avoir des attentes. Arbolino, ça peut être vite en dents de scie. Donc ça va être soit ça passe, soit ça casse, et ça peut être très déceptif pour nous qui regardons les courses, et pour eux hein, du coup. Mais de toute façon, c'est ouais, ça, surtout pour eux. Hein. Puis c'est ça le problème de ce calendrier à 22 courses, hein, c'est que quand tu dis ça passe ou ça casse, c'est justement ça. Ça va être de mettre le curseur au bon endroit pour finir, mais pas aller se blesser, parce que dès que tu commences à louper des GP, c'est. Mais il y aura peut-être un peu plus de réflexion aussi sur le travail des pilotes avec le changement de règlement, avec le fait que la première séance serait une vraie séance d'essai libre et plus une FP. Il y aura moins cette pression, mais comme ils l'ont fait en MotoGP, hein, il y aura moins cette pression pour les pilotes. Mais déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de roulage sans les warm-up. On va passer à la... Attends, je voulais juste dire un mot sur les partenaires, parce qu'on en a parlé un petit peu quand on parlait des pilotes français. Ça me fait quand même assez marrer, oui et non. Ça me fait quand même assez halluciner de voir une équipe qui soit sponsorisée par OnlyFans, donc quand même une plateforme dédiée aux fans. Aux fans, voilà. Et c'est quand même dingue de voir qu'une entreprise comme ça puisse dégager du pognon pour payer 2 pilotes en Moto2. Et de voir certains gros industriels français passer à côté, quoi. Enfin, du secteur mécanique. Hein. Enfin, moi, quand je vois la liste des équipes et que je vois OnlyFans, on sponsor titre. C'est une équipe américaine comme Trackhouse aujourd'hui, et eux, c'est les pros du divertissement. Ils arrivent à aller chercher des sponsors de divertissement. Et là où en France, on ne s'est pas mobilisé. Tu regardes les secteurs des télécoms en France, combien ils pèsent, même dans le monde. Les Italiens, ils ont Team comme sponsor, ils ont Aruba, ils arrivent à dégager. En Espagne, ils ont Telefonica, ils ont eu Movistar, et en France, on est incapable d'avoir Orange, SFR, un Bouygues qui vient sponsoriser quelqu'un. Donc, pourtant, c'est des compagnies. En même temps, est-ce que je m'y connais pas assez, mais est-ce que c'est des sponsors qui sont présents, par exemple, dans le foot? Orange, oui, ils ont même levé le stade Vélodrome de Marseille à leur nom. Orange, oui. C'est pas faux. Je m'y connais pas assez. Tu vois, moi, je regarde pas le foot, c'est pas un problème. Après, je pense qu'il y a une histoire de c'est pas bon pour l'image qu'on envoie les sports mécaniques, etc. On veut plus sponsoriser ce genre de sport qui pollue la planète. Bouygues, à un moment donné, vu ce qu'ils financent, faudrait peut-être Mais oui, on est d'accord. On n'a pas un Estrella Galicia, on n'a pas une micro-brasserie quelque part. Après, on peut peut-être recontacter ce que t'es en train de boire sur la table. Tu as un Astro à Azuro, peut-être qu'ils veulent relancer un truc. Ce qui me fait... on en parlera en MotoGP, mais du coup... C'est pas les plus belles livrées, je trouve. Non. Ah, vous n'avez pas de goût. Je suis pas d'accord avec vous. On parle de la livrée Pertamina vers 46 en 2 routine. Ouais, on peut en parler. Je vais me mettre à pleurer, mais on peut en parler si vous voulez. Bon, on va finir ce petit débrief avant d'encore parler pendant 1h30 de petites catégories, entre guillemets, du Moto E. Donc la seule catégorie que Pierre et Cyril regardent en fait sur les week-ends. Regardez. Ouais. Cyril, il a lâché la rampe, il a dit c'est bon, moi j'en ai marre, je regarde les résultats, le podium, je suis qui s'engueule dans la conversation, c'est qui en pôle et c'est bon quoi. Et quand il diffusait, parce que moi j'aimais bien la regarder, mais quand il la diffuse, parce qu'une fois sur deux il la diffuse plus, donc du coup... vu qu'ils prennent quand même le temps de supprimer même les podiums Moto 3, Moto 2... Mais bon, on va pas revenir là-dessus, on aura tout le temps d'en râler pendant la saison. Pierre, vu que c'est un peu ta catégorie chouchou, est-ce que tu veux nous présenter les rookies avec tous les petits vieux qui ont décidé de reprendre des guidons? Oui, et surtout un petit vieux. Alors là, je suis comme une groupie Chaz. Mon Chaz Davis adoré, donc il avait fait qui depuis un an est à la retraite. Il est il est coach pour le team Aruba en World Superbike, donc il coach les deux pilotes Bautista et Rinaldi l'année dernière, et donc Bautista et Buliga cette année. Mais en plus, du coup, il prend le guidon en Moto E pour le team Aruba, avec à ses côtés Armando Pantone, donc un Italien, j'ai aucune idée de par contre qui il est. Sinon, on a aussi Oscar Gutiérrez, j'ai pas noté sa nationalité, mais ça doit être espagnol vu son nom. Luka Tulovic, il me semble qu'il est tchèque. J'ai un doute. Massimo Roccoli, à ne pas confondre avec le brocoli, et désolé. C'est pas la même recette. Et je crois que c'est tout, qui doit être italien, ce monsieur aussi. Et donc les départs, on a Mika Perez, Lucas Salvadori, Randy Krummenacher, Ikari Okubo, et Tito Rabat, qui n'auront fait qu'une saison pour la plupart. Tito Rabat part sur une officielle Ducati, du coup. Non c'est son ambition. Du coup, il fait un Superbike sur une
Honda. Et il Non, retourne au la Kawasaki. Superbike, putain. La Kawasaki, on en a parlé la dernière fois. Après, s'il veut une moto officielle, Ducati, ils ont fait des belles réplicas, il la jette, il fait semblant, c'est bon. Ouais. Hein. Il fait une petite séance photo dans son jardin comme Yannone, et puis c'est Non, mais c'est ok. c'est tu bien vois. d'avoir de l'ambition, on se moque, mais c'est sûr que tu peux pas arriver dans cette catégorie et dire bah non, je viens juste là pour Mais terminer faut avoir 14e. de l'ambition qui est réalisable. C'est comme si moi je te disais je veux être présidente de la République à un moment donné. Prends tes rêves, Ophélie. Ouais, alors ça c'est vraiment pas mes rêves. Tu vois. je laisserai plus cette place à Olivier, tu vois. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la catégorie moto I? Parce que moi Chas je vous Davis, avoue, ouais, Chas Davis, c'est c'est quand même assez cool. Ouais. Parce que je pense qu'il est pas petit, le garçon, et je pense que ça va être assez rigolo, c'est peut-être pas le mot, mais ouais, ça va être intéressant. Ouais. Après, moi, je suis un peu déçu de la première année de Ducati, parce que j'attendais vraiment... Alors, il y a certainement eu un step en perfo, parce que quand même, c'est un proto, alors qu'avant, c'était une moto de série, donc... Mais le problème, c'est que en course, tu le vois pas spécialement, et alors, on a vu quand même des pilotes qui arrivaient à mieux piloter. Donc, putain, j'ai perdu le nom. Bah, c'est les mêmes que cette année, hein. Ouais, voilà. Torres, Granado. Ouais, Granado, Torres et Granado, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment changé de style de pilotage depuis, sur les 18 derniers mois, mais, t'as quand même un vivier de pilotes qui a du mal à s'adapter, à ce type de moto, parce que visiblement c'est assez différent, et moi je pensais que avec l'arrivée de Ducati ça allait amener un petit quelque chose de différent, mais c'est pas le step est pas énorme. Après on va voir ce que ça va faire cette année. Ouais. Bah après il y a pas beaucoup d'ambition. En tout cas ce qu'ils ont fait, Ducati a permis de rajouter un tour de plus sur les courses avec l'autonomie. Je te rejoins sur Chas Davis. Moi je vais retrouver un regain d'intérêt à cette catégorie pour voir ce que fait Chas. Et pour te rejoindre sur les pilotes qui n'ont pas réussi à s'adapter, Maria Herrera, qui pourtant re-signe. Alors là, j'ai pas compris. Bon, je juge pas. Hein, je pense mais qu'elle c'était vraiment pas très compliqué pour elle l'année dernière. Moi, je le vois comme ça, c'est qu'elle a pas de porte ouverte ailleurs, et que du coup, elle a toujours envie de rouler parce qu'elle a toujours la même niaque, mais qu'elle a pas d'opportunité ailleurs, donc elle reste ici parce qu'il faut, mais en même temps, elle performe pas comme tu dis, donc. Moi, je suis contente de la suivre parce que c'est une pilote que j'aime beaucoup, mais ouais, c'est pas ça qui va me donner non plus de l'intérêt. Je te rejoins assez, Cyril, là-dessus, c'est que, mais c'est ce qu'on avait très bien dit dans la preview de l'année dernière, c'est qu'on en attendait beaucoup de l'arrivée de Ducati et qu'au final, moi, ça me fait toujours le même effet, quoi. Il se passe rien quand je les vois. Quand on les a vus en piste au Mans, je me suis pas dit waouh, c'est incroyable. En plus, tu les vois pas, enfin, tu les entends pas arriver, donc c'est. Si t'es pas les yeux sur la piste, tu les loupes. Les courses sont quand même, moi je les trouve quand même un peu mieux que les années. Il y a eu 2-3 courses où il se passait des trucs, c'était sympa. Mais il manque quelque chose. Et il manque surtout, il y a un gros problème de communication. En fait, le championnat est pas attractif. Et j'ai peur que tu vois, c'est très bête, mais j'ai peur qu'il fasse la même chose avec le championnat qu'on aura en parallèle du Superbike uniquement féminin. C'est que, en fait, il se concentre sur les grosses catégories, mais comme tu peux le voir au final, tu vas faire un tour sur l'Instagram de MotoGP.com. Tu vas avoir que du MotoGP, t'auras très peu de Moto2, Moto3. En fait, ils se concentrent que sur les gros noms et vont pas aller mettre en avant les petites catégories et les petits championnats, alors qu'ils devraient, parce que s'ils veulent de la visibilité et pouvoir continuer à les entretenir, il faut que les gens s'y intéressent. Et surtout qu'on l'a vu, c'est pas toujours en MotoGP qu'il y a le plus de nationalités. Je pense qu'ici parlait plus de la Moto2, qui est pas la catégorie la plus fun à regarder tout le temps, mais il y a du public derrière quand tu regardes. Il y a du brésilien, il y a du sud-africain, il y a des nationalités. Très bête, tu vas prendre Barry Baltus, il a une vraie communauté en Belgique qui le suit. Mais en fait, personne le met en avant, et pourtant il a fait quelques trucs cette année qui étaient pas dégueulasses, où tu t'es dit bon en fait c'est cool de le regarder rouler aussi, c'est intéressant. Mais je pense que c'est le vrai point nord du Moto E, c'est la communication autour de tout ça. Alors que Ducati il met les moyens, donc Pierre, fais un truc. Peut-être que Ducati doit mieux communiquer aussi, mais je suis d'accord de toute façon que les comptes officiels MotoGP.com ne parlent pas du tout de Moto E. Ils parlent un petit peu de Moto3. Ils ont splitté. Enfin, depuis l'année dernière, ils ont splitté. Mais c'est déjà compliqué pour la visibilité. Il faut faire comme la F1 où il faut splitter les championnats et ne pas courir sur les mêmes courses. Mais en F1, c'est différent parce que le promoteur Moto E c'est différent du promoteur F1. Et là, de toute façon, à partir du moment où le promoteur ne fait pas son boulot de promotion, faut changer de promoteur.
Et c'est vrai que pour le parallèle, pour le parallèle avec la voiture, c'est vrai que pour avoir regardé encore récemment une course de Formula I, à la fin, ils ne loupent pas les podiums parce que il y a un peu de mise en scène, ça diffuse sur les pilotes, il y a des anecdotes, des choses comme ça. Là, moi, quand je regarde la liste des pilotes, alors je suis comme toi, je suis ultra content de revoir Chase Davis. Je vais peut-être regarder les courses uniquement pour lui. C'est un nom qu'on connaît. Jordi Torres, on l'a vu en Superbike. Mais alors après... Non, mais même Tulovic, en vrai, c'est un nom qu'on connaît, tu vois, mais c'est dommage que ça donne pas plus d'attrait. C'est compliqué à... Tu te vois communiquer sur... alors, attention, c'est avec tout le respect que je leur dois, mais du Spinelli, du Mantovani, c'est compliqué. C'est pas des noms qui parlent au public, en plus. C'est déjà un championnat qui est pas attractif pour les pilotes. Les pilotes ne veulent pas y aller, donc... La première année, ils étaient allés chercher des anciennes stars. T'avais des Angelis, t'as De Punier, Jimmy Glio aussi, après. Jimmy Glio qui est en... Si, Gilberto en première année, quand même. Jimmy Glio qui est en FSB qui maintenant d'ailleurs. Mais oui, et puis comme tu dis, Pierre, il parle pas de moto E2 sur MotoGP, ils ont split, etc. Mais même, tu vas sur la page MotoGP, tu mets news, t'as que du MotoGP, t'as pas Moto2, Moto3. Et quand tu vas faire y a la fonction magique là où tu cherches que tes catégories pour les news. Mais en fait, t'as que les résultats des podiums, t'as que les reports, t'as pas d'infos, alors que tu vas prendre un Arbolino, il y a de la com à faire autour, enfin tu vois, c'est du Lopez, du machin, du truc. S'ils veulent un peu de communication, ils prennent les 3-4 belles gueules qu'ils ont dans la catégorie et ils ont déjà de quoi faire en fait. Donc je pense qu'ils ont une vraie réflexion à porter là-dessus. Et comme tu dis, Paul, en Formula I, ils sont très bons pour ça. Ils ont vachement misé sur la nouvelle génération de communication, entre guillemets, c'est les influenceurs, les machins, les trucs, les mecs qui... Gros point que la Dorna n'a pas, c'est que en Formula I, il me semble que tu as le droit de faire des live Twitch en diffusant les courses. Donc en fait, ils ont compris qu'il y avait un truc à faire et qu'ils n'ont pas du tout compris dans cette catégorie. Après, on verra. Peut-être que cette année, on va se mettre à regarder contre C'est incroyable et que l'année prochaine, on dirait que c'est sous-coté. Mais c'est toujours difficile. C'est vrai que c'est pas une catégorie très mise en valeur. Ils gardent d'ailleurs le même format que 8 manches cette année, donc qui représente 16 courses. Donc ouais, c'est pas énorme. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces petites catégories. Les garçons, est-ce que pour finir, vous voulez donner votre grosse attente, toutes catégories confondues sur ces catégories? Moi, je peux vous dire, j'attends toute Vietti. Vraiment. Ah oui, c'est vraiment difficile. Ah oui, mais vous me posez pas la question, mais je vous donne mon avis quand même. Mais parce qu'on connaissait la réponse. Ouais. Si j'ai une grosse attente. C'est quoi? Il l'a annoncé, mais avec 3 ans d'avance. Alors du coup, j'attends le titre de champion du monde de Joe Roberts parce qu'il voulait pas signer chez Aprilia. Ah putain. Non, c'est pas bien. Rueda en Moto 3. La vieille cartouche, quoi. Ouais, Rueda en Moto 3, je suis d'accord avec toi, ça peut être... Et toi, Cyril? Moi, c'est plus le Moto 2 d'une manière générale parce que je suis impatient de voir qui va sortir du chapeau. Parce qu'en général, les courses, elles sont... Là, ils ont quand même réussi à amener un petit peu plus d'attrait, parce que même si c'est pas encore foufou, mais là j'espère qu'avec un plateau aussi alors il y a pas d'ultra performant comme on a pu avoir avec Acosta, mais il y a une grosse tête de course, donc j'espère voir une catégorie. Pour moi c'est le dernier espoir pour la Moto 2. Et peut-être que les premiers Pirelli vont rebattre un peu les cartes. C'est possible aussi, ça peut amener plein de nouvelles choses. Notamment des courses plus intéressantes puisque le plateau est quand même assez homogène et avec plein de bons pilotes, des vieux, des plus jeunes, donc ouais, vraiment le Moto 2 c'est la dernière carte pour moi. Moi j'ai une grosse attente, c'est que vous arrêtiez de dire la Moto 2 et la Moto 3, ça me rend dingue. C'est vraiment, ça me donne des boutons quoi. Bon, on a fait le tour de ces petites catégories, donc les garçons, on se retrouve juste après avoir coupé les micros et bu une bière pour le débrief MotoGP. Et pour les auditeurs, nous on se retrouve sur le Discord comme d'habitude. Vous pouvez trouver le lien sur nos réseaux, sur Twitter, sur Facebook et sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez écouter tous nos épisodes. À très vite.